Nous sommes toujours de l'autre côté du pont dans le cadre du débat sur OL-Land organisé par Foutoir. Nous avons évoqué dans une première partie différents scandales liés au prix du terrain, à la non-rentabilité du stade de foot qui va être construit, aux élites décideuses et aux populations qui ne sont non écoutées, et aux nombreuses irrégularités et aux chemins tortueux qu'ont employé les décideurs et les meneurs du projet du Grand Stade pour arriver à leur fin. Donc dans une deuxième partie, Lyonnais, si ces propos vous ont indigné, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car les gens ici présents ne font pas que parler et dénigrer notre bien-aimé leader charismatique Gérard Collomb et notre Grand Stade. Non, ils agissent, ils protestent activement par des procédés terroristes, semant le trouble dans l'espace public de notre ville. Manifestations, affichage de banderoles, gênent lors des réunions des décideurs du projet, entraînant avec eux nombre d'honnêtes citoyens. Il est nécessaire que vous connaissiez ces pratiques pour ne pas y participer par erreur. Franck, est-ce que tu peux nous parler des différentes actions qui ont été menées par Carton Rouge lors de toutes ces années? Quelles actions militantes ont été mises en place par Carton Rouge? Et quelles actions militantes vont être mises en place? Ça dépend s'il faut en parler publiquement ou pas. Après, il n'y a rien de bien secret. Hein. On est une association, on travaille comme une association, hein, c'est-à-dire qu'on a essayé de mobiliser un maximum déjà la population. Comment? En l'informant, hein, lors de réunions publiques que nous avons réalisées. Et puis on a essayé aussi de mobiliser les politiques autour de nous. Donc on a rencontré tous les groupes politiques du Grand Lyon. On est allé devant les chercher, puisqu'il n'y a pas un groupe politique sur Lyon qui est venu nous rencontrer, peut-être à part les Verts. Mais autrement, on leur a forcé tous la main pour les rencontrer, parce qu'ils sont tous dans une sorte de démocratie participative où tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, mais c'est que des grandes paroles, et derrière, les associations, on les considère pas beaucoup comme la population. Donc aujourd'hui, on est toujours dans ce combat-là. Des réunions publiques, des manifestations dans les rues, des rassemblements. On a fait encore une manifestation dans Dessines où on a été surpris et agréablement surpris, puisque la population reste fortement mobilisée et croit toujours que le projet, on peut l'arrêter, puisqu'on en a déjà donné 2-3 pistes. Hein. On peut bien sûr arrêter encore ce projet. Donc voilà, la population reste toujours mobilisée. On arrive à mobiliser dans Dessines entre 300 et 500 personnes, quoi. Personne, aucun projet aujourd'hui n'a pu faire ça dans Dessines, qui est malgré tout une ville très, très calme, où la population, comme partout en France, hein, comme on disait, est difficilement bougeable. Donc on arrive à les faire bouger. Et on continue. Nos prochaines actions, c'est sur Bellecour, hein, distribution de tracts et tout, information sur Bellecour très prochainement. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de Carton Rouge ou des Gones pour Gerland. Et puis le but d'une association aussi, c'est pas rester seul comme association, c'est d'en trouver d'autres qui se battent aussi avec elle. Donc voilà, on a réussi à rassembler des associations dessinoises, lyonnaises, et puis au niveau national, d'autres associations qui nous ont rejoints sur ce combat. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a aussi le fait que nous, il y a un moment qu'on le dit, hein, que le dossier il est pourri, et il sort, quoi, parce que j'ai un papier sous les yeux là qui est sorti sur SoFoot, et qui dit, je vais vous le lire, hein, il y en a pour quelques secondes. Le dossier du Grand Stade continue en effet de créer la polémique et de soulever une vive opposition. Dans une enquête publiée aujourd'hui sur le site Reporter, plusieurs irrégularités dans la constitution du dossier sont pointées du doigt. Outre l'investissement contestable de fonds publics à destination d'un projet entièrement privé, le Stade des Lumières restant à la propriété d'OL Group. Il est question de maquillage des budgets officiels, trucage des dossiers publics, expropriation de terrains privés à 1 € le mètre carré, etc. En cause dans cette affaire également un processus d'entente illicite sur le prix d'achat du foncier entre l'OL Group et la communauté urbaine de Lyon,
Autant d'aspects qui ont donné lieu à une trentaine de recours juridiques encore en cours d'instruction et qui continuent de rendre plus qu'incertain l'achèvement du stade pour l'Euro 2016. Rappelons que le projet avait été lancé en 2007 à l'initiative d'Olas, du temps où l'OL enchaînait les titres de champion et les campagnes européennes. Le niveau de jeu pouvait alors justifier l'extension des capacités d'accueil de l'enceinte sportive. Les temps ont bien changé depuis. Voilà. Et puis alors dans les luttes à mener, parce que le problème c'est que médiatiquement, il y a un tambourinage qui veut faire croire que le projet est lancé, on ne peut plus rien faire. Et ça, c'est depuis des années et des années qu'ils nous tambourinent ça. Maintenant, ils vont poser la première pierre le 12 novembre, à ce qu'ils disent. Ils peuvent peut-être encore changer. Oui, parce que ça fait au moins 4 fois qu'ils l'annoncent, cette pause. Oui, ils ont souvent reporté, mais là, bon, c'est pas super officiel, donc je me méfie encore, parce qu'ils peuvent encore trouver une petite astuce. Mais par exemple, nous, on va réagir en posant la première pierre tombale de l'Olympique Lyonnais, puisque ce projet a comme conséquence indirecte de faire couler le club et voilà, attirer un petit peu l'attention sur le fait que rien n'est joué et que de toute manière, une affaire est terminée quand elle est finie de payer. Or, on est vraiment très 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 loin d'avoir fini de payer cette affaire. Donc, c'est maintenant qu'il faut réagir, c'est tout le temps qu'il faut réagir. Il n'y a aucun problème, ne nous laissons pas avoir par le discours qui dit que tout est joué, on ne peut rien faire. Comme le dit Marc, les plus grands supporters de l'OL, c'est nous. Puisqu'on dit à Olas, arrête de mettre ton argent dans un stade, mais l'argent dans ton équipe, quoi. Parce que demain, tu seras en 2e division. Donc les plus grands supporters de l'OL, c'est nous. Donc, je reviens sur les actions de carton rouge. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément du référendum, de la demande de référendum que vous aviez fait, donc de la pétition qui a suivi? Alors, pour faire une demande officielle devant le conseil municipal et entre autres celui de Dessines, ce que nous avons fait, c'est que nous avons été porter une pétition devant les Dessinois, une pétition qui a rassemblé 4000 signatures d'électeurs, de gens qui peuvent... Il y a combien de personnes à Dessines? Il y a combien d'électeurs à Dessines? Il y a 16 000 potentiels. Donc 4000 signatures sur 16 000. Il y a plus de 4000 signatures qui ont été recueillies pour un référendum. Alors, c'est plusieurs associations qui ont porté ce référendum. Et donc, fort de ces 4000 signatures, on est allé devant le conseil municipal. Alors, sur Dessines, c'est une mairie socialiste et communiste. Et on peut reprendre les statuts du Parti socialiste, puisque les référendums et la démocratie participative sont mis en avant. Mais quand il faut s'exécuter, c'est autre chose. Donc là, ils nous ont dit non, qu'ils refusaient ce référendum, qu'ils ne voulaient pas en entendre parler, que soi-disant c'était trop tard et blablabla et blablabla, mais ça fait déjà plus de 2 ans de cela. Ils nous l'ont refusé en nous disant, écoutez, on a été élus pour ça, on est des hommes politiques, on décide à votre place. Donc voilà, nous, le référendum, on ne veut pas en tenir compte. Ils savaient très bien pourquoi ils ont refusé le référendum. Ils le savaient, puisque la population est opposée à ce projet à plus de 80% sur Dessines. Et nous, on le sait, on a fait le porte-à-porte. On a rencontré des milliers de Dessinois. On a fait nos sondages en grandeur réelle. Et même plus qu'un super sondage, on a fait. On s'est bien rendu compte que les Dessinois et les Grands Lyonnais sont opposés. Et même au niveau national, puisque l'association Carton Rouge avait payé une grande société de sondage pour savoir un petit peu, sauf reste de mémoire, en leur demandant justement de poser une question aux Français. Donc 1000 Français avaient été sondés et on leur avait demandé, est-ce que vous voulez payer de vos deniers un stade privé? Et la réponse, vous la connaissez, c'est non, bien sûr. Et pourquoi les Dessinois seraient en contradiction avec ce que pensent les Français? On est tous pareils. Donc il faut arrêter de financer un projet comme ça privé. Et puis il y a le parking aussi. Si ce projet arrive au bout, les gens vont continuer de venir en bagnole comme ils font d'habitude, malgré les pseudo-transports en commun qu'il y aura, qui seront forcément insuffisants vu les capacités du stade et vu les capacités de ces transports en commun. Donc les gens vont se garer absolument n'importe où, comme ça se fait de partout. Là, dernièrement, dans la presse, on a vu sur Lille. Faut savoir, je crois que le chiffre, c'est 10 € de parking
quand vous allez voir un match à Lille dans le parking de Vinci. Vinci, évidemment. Hein, et ça rapporte énormément, ça. Mais bon, là, curieusement, ils n'ont pas fait des capacités de parking énormes autour du stade. En plus, dans le contrat, il y a toute une partie de ces capacités qui est réservée au truc VIP. Donc en fait, les supporters, il va falloir qu'ils aillent se garer ailleurs. Ils vont sûrement pas s'embêter à se garer très très loin, donc ils vont embêter tout le monde autour. Et dans ces parkings relais qui aussi ont été faits, pourquoi, je me suis posé la question de pourquoi ne pas faire assez de parking. Mais il faut connaître la note du parking relais qui est fait au parking Panette. C'est 16 millions hors taxes d'euros pour faire le parking. Donc si c'est la communauté qui paye, bah, c'est mieux pour eux, pour les porteurs du projet, parce que voilà, ils n'ont pas à sortir le fric. Après, bon, la question de qu'est-ce qui est rentable, enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué toujours cette affaire. C'est toujours un sac de nœuds, donc c'est pour ça que c'est très compliqué à communiquer dessus. Le mieux, c'est que chacun s'informe avec les outils qui existent déjà, dont le documentaire. L'aberration, c'est qu'on nous dit que c'est un projet qui est vertueux au niveau écologique. Et on a prévu les transports en commun, sauf que le tram va apporter 9000 supporters, et les autres, comment ils vont venir? Alors, la majorité des supporters viennent de Lyon, de l'ouest de Lyon, du nord de Lyon, et tous ces gens-là vont prendre leur bagnole et vont passer devant le stade, ne vont pas pouvoir s'arrêter, parce qu'il n'y a pas de parking prévu, et vont aller à Eurexpo ou au Panette pour revenir après en transport en commun. Vachement pratique le truc, très intelligent. Et derrière, ça c'est bien sûr c'est un aveu d'échec, c'est 2 parkings déportés à plusieurs kilomètres du stade, et on va ramener les gens en transport en commun avec les ruptures de charge qu'on connaît, les attentes sous la pluie et tout, et vous pensez que les gens sont disciplinés à faire ça? Bien sûr que non, ils vont s'arrêter n'importe où, sur la rocade, sur l'autoroute, partout devant les portails, sur la route, ils vont vouloir arriver au match en temps et en heure, et passer devant le stade sans s'y arrêter, c'est une aberration. C'est plusieurs dizaines de milliers de voitures cumulées. J'avais fait le calcul en gros, c'est 250 km de bouchons. 250 km de bouchons pour venir au stade en 2 heures sur Dessines. Une aberration. D'accord, d'où les opérations escargot que vous avez mis en place avec carton rouge. Oui, là on avait fait des opérations escargot pour dire de simuler un petit peu ce qui pouvait se passer un soir de match ou de spectacle. C'est vite fait, en 3/4 d'heure on boucle Lyon. On avait fait aussi des opérations de simulation justement sur les passages à niveau du tram T3. Là c'est pareil, la police au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure ils craquaient, ils venaient nous voir, lâchez tout, arrêtez, parce que là on est en train de boucher tout de partout. Tout est bloqué. Donc ils veulent nous faire passer sur les passages à niveau un tram toutes les minutes. Donc la barrière, elle se lève, elle se ferme toutes les minutes. Donc comment on va circuler dans Lyon, dans Villeurbanne, dans Vaux-en-Velin? Vaux-en-Velin est séparé en 2 quand même, entre le nord et le sud, par la ligne de tramway et par des passages à niveau. Dessines, Mézieux, etc. Donc toutes ces villes-là vont être complètement saturées et coupées en 2 les soirs de matchs et de spectacles. Parce qu'on parle des matchs, mais c'est un stade privé. Il y aura aussi des spectacles. Et ça, il faut bien qu'on se le mette dans la tête. Et là, ça va annoncer 100 spectacles par an. Alors, plus ou moins grands, forcément, mais 100 par an. Imaginez, 1 tous les 3 jours. Donc, oui, ça nous promet de beaux jours, quoi. Et pas des jours roses, comme on nous l'a. Le changement, c'est maintenant. Et puis, tu parles de spectacle, mais faut bien savoir aussi que Gérard Collomb a déclaré dans Lyon Capitale dernièrement qu'il prévoyait déjà de démolir une partie de Gerland. Et on se demande pourquoi, mais en fait, la raison, elle est très simple. Le but, c'est de remplir le stade privé. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'il y a besoin d'un grand concert avec des grandes capacités qui pourraient être accueillies à Gerland, comme il veut détruire les capacités de Gerland, ils n'auront plus le choix, les grands spectacles. Ils iront remplir le stade privé de Jean-Michel Aulas. Donc, il faut vraiment arriver à comprendre que c'est une histoire de dingue, ce 2e stade géant. On va être obligé de démolir une partie des capacités de Gerland pour remplir l'autre stade. Voilà où on en est. Juste une dernière question, je reviens sur le référendum.
est-ce qu'il peut y avoir des recours sur le refus de la demande de référendum? Non, la législation, qui est une législation à l'origine quand même faite par le gouvernement socialiste en 1992 et qui n'a pas été mise en œuvre, ne permet pas de recours. Ce sont des référendums consultatifs et simplement ça permet de mettre au conseil municipal une délibération sur le référendum, mais après la commune peut refuser. Ce qui est intéressant, c'est d'observer deux choses. D'abord, c'était une loi socialiste que les socialistes ne veulent pas mettre en œuvre. Et puis surtout, c'est que les socialistes et Gérard Collomb a peur du peuple. Je veux dire, quand on a peur d'un référendum, c'est qu'on a peur d'être désavoué par le peuple. Et que la gauche ait peur du peuple aujourd'hui, c'est quand même particulièrement étonnant. Bon, nous, on n'a peur de rien. On va donc remettre le micro dans le public pour qu'il nous pose les questions, mais tout de suite après la pause musicale. À tout de suite. Donc moi, je suis cinéaste. Et hier, je faisais des interviews et on m'a dit mais vous savez, ça ne sert à rien de vous battre sur le terrain. Il faut aller dans les loges parce que tout se passe dans les loges. Donc moi, j'aimerais parler des loges maçonniques. Les loges maçonniques, ouais. On m'a dit d'aller devant le temple rue Garibaldi, leur poser des questions. Voilà. Ah ben la réponse, je suis pas sûr que la question soit super précise, mais parce que le problème, c'est que ils se tiennent tous. Mais par quoi ils se tiennent? Est-ce que c'est par des copinages de loge? Est-ce que c'est par des envies d'être toujours les rois du monde? Je ne sais pas par quoi ils se tiennent le plus, en fait. Mais une chose est sûre avec l'intervenant précédent, c'est que tout passe par la diffusion et le fait que les Lyonnais doivent être au courant de cette problématique de deuxième stade géant sur Lyon. Parce que ça, c'est le noyau dur qu'il faut attaquer. C'est que les Lyonnais doivent être au courant de cette histoire. Tant qu'il y aura un blackout sur ce deuxième stade géant, rien ne se fera. Justement, moi j'ai une question pour Étienne Tête. Comment vous expliquez l'inertie des politiques sur cette question et l'inertie de la population lyonnaise par rapport à ce que vous présentez comme un scandale financier et politique? Alors, les deux inerties ne sont pas de même nature. L'inertie des politiques, c'est que la grande majorité des femmes et des hommes politiques sont dans des structures. Ils ont été sur des listes pour des raisons qui les obligent à des formes de fidélité. Donc, à partir de là, vous avez un système très, très organisé dans lequel le maire ou le président du conseil général, le président de la communauté urbaine ont des pouvoirs extraordinaires, voire exorbitants, ne serait-ce que par le contrôle qu'il a sur l'ensemble de ses vice-présidents ou de ses adjoints, qu'il peut révoquer à tout moment, et des gens qui ont perdu un emploi ou ont laissé leur emploi pour assumer une fonction se retrouveraient du jour au lendemain sans revenu. C'est un état de dépendance que nos anciens, ceux qui avaient pensé la Révolution française en 1789 et les lois communales de 1884, ne voulaient pas. Aujourd'hui, on a remis en place ce lien de subordination entre le maire et les adjoints, entre le président et ses vice-présidents, ce qui est extrêmement pervers, qui fait qu'il n'y a plus de débat démocratique dans les institutions. En ce qui concerne l'inertie de la population, il est très difficile de communiquer sur le mécanisme financier. Tout le monde aujourd'hui reconnaît qu'on s'est enfoncé économiquement pendant 10 ans, où la dette publique de l'État français est passée d'à peu près 800 à 900 milliards à 1800 milliards en 2012, c'est-à-dire en 10 ans, que les prélèvements obligatoires sont aujourd'hui extrêmement élevés à 42-43% de prélèvements obligatoires, c'est-à-dire de prélèvements par rapport à la richesse produite qu'est le produit intérieur brut. Tout le monde trouve que ces chiffres sont exorbitants élevés. Mais les gens n'ont pas encore compris que ça, c'est la conséquence d'une multitude de petites décisions où on investit, non pas pour l'intérêt général, mais pour satisfaire quelques intérêts particuliers, comme le stade. Alors, quand on ramène ça à l'échelle, évidemment, de l'agglomération lyonnaise, il faut savoir que les investissements publics sur le projet de stade
sont de l'ordre de 200 à 400 millions d'euros. Si on donne 2 chiffres, c'est qu'ils ont été établis de façon très précise. 200 millions d'euros, c'est le chiffre officiel reconnu par la communauté urbaine de Lyon, toutes collectivités publiques confondues. Et les 400 millions, c'est le chiffrage qui est fait à partir du protocole d'accord de 2008, où on a la liste des engagements. Donc on part de ces engagements du protocole d'accord, et là on met en face 400 millions. Si on part des 5 enquêtes d'utilité publique de juin 2011, eh bien effectivement on n'est qu'à 200 millions. Mais c'est un investissement énorme qui a finalement pénalisé la rénovation des hôpitaux, la rénovation d'écoles, et qui aujourd'hui fait qu'on a 84% d'augmentation d'impôts sur l'ensemble des mandats de Gérard Collomb, comme l'a montré le journal Lyon Capitale. Souvent, les associations parlent d'une somme de 800 € par foyer fiscal. D'où... Eh bien, c'est simplement qu'on considère que, pour être simple, on divise par le nombre de foyers fiscaux de l'agglomération lyonnaise. Donc du Grand Lyon. Du Grand Lyon, donc oui, un 1,2 million est concerné, un Villeurbanais est concerné. Un Villeurbanais est concerné. Les principales personnes qui payent, les principaux contributeurs, ce sont les Grands Lyonnais. C'est pas les... Alors évidemment, si on habite Lyon, on est aussi contributeur, mais en sa qualité de Grand Lyonnais. Quand vous payez vos impôts locaux, vous en payez un peu à la ville, un peu au Grand Lyon, un peu au Conseil général, et aussi au Conseil régional, mais moins, puisque la taxe d'habitation a été supprimée pour le Conseil régional. Voilà, donc on voit bien que c'est tout le monde, et c'est de l'ordre de 900 à 1000 € par foyer fiscal qui paye. Alors après, l'impôt, on peut en prélever toujours plus, mais bon, ça se voit énormément. Donc on prélève un petit peu moins d'impôts, malgré qu'on en paye tous trop, malheureusement. Mais quand c'est pour des écoles, quand c'est pour des vrais services publics, quand c'est pour des hôpitaux, voilà, c'est intéressant. Aujourd'hui, on va payer des impôts pour un stade privé. Un stade privé qui est passé comment? C'est que le baron Collomb est allé... Avant, il avait surtout comme surnom au Sénat Monsieur Invisible. Mais une fois, il y est allé et il a fait du mal puisqu'il a mis un amendement cavalier sur une loi de tourisme pour faire passer les stades privés d'intérêt général et surtout pour que les collectivités puissent financer les accès et puissent exproprier les paysans à 1 € le mètre carré. Voilà ce qu'a fait concrètement Collomb quand il est allé à Paris, et il y va rarement, croyez-moi. Et voilà ce qu'il a fait. Donc, c'est les conséquences directes. D'accord. On parle de Collomb, mais par rapport à cet amendement, Michel Mercier, je crois que j'ai une source, c'était Libellion. Je crois qu'ils étaient 2 à avoir fait passer cet amendement, si je ne me trompe pas. L'histoire de l'amendement est très compliquée parce que c'est une initiative de Gérard Collomb qui est très intéressant parce que le projet de Gérard Collomb écrivait noir sur blanc que l'amendement allait lui permettre de vendre les terrains en dessous de la valeur du marché. Comme c'était illégal, ça a été retiré, ce qui ne veut pas dire qu'il ne le fait pas. Hein, voilà. Mais officiellement, ça a été retiré de l'amendement. Après, il y a eu la version de Michel Mercier, qui a été retirée aussi. Et après, il y a eu une version du gouvernement, qui a été la version finale. Voilà l'histoire. Mais l'initiative politique, eh bien, Gérard Collomb, même si le texte est un texte du gouvernement qui a été voté in fine. Le gouvernement de droite, donc sarkozyste, qui a fait passer cette loi, et où les députés socialistes se sont abstenus, il me semble bien. Ils se sont abstenus. Aujourd'hui, ils sont au gouvernement, ils n'ont rien changé. Au contraire. C'est le changement, comme il disait. Donc, on voit que ça vient un petit peu que le projet vient un petit peu de tous les sens, que c'est du rafistolage qui vient d'un petit peu de partout. Et donc on peut se poser la question, est-ce que ce projet a-t-il été mené en toute légalité? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelques dérapages? Et notamment, je pense par exemple au niveau construction, j'ai entendu dire que les grues qui étaient en ce moment sur le chantier étaient illégales. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça? Alors, c'est toujours difficile, surtout pour quelqu'un qui officiellement est devenu juriste, de vous dire ce qui est légal et ce qui est illégal. Alors, on peut dire d'abord, à la date d'aujourd'hui, ce qui est annulé et ce qui ne l'est pas. Est-ce que ce qui n'est pas annulé ne sera pas annulé plus tard? Est-ce que ce qui est annulé aujourd'hui ne sera pas rétabli plus tard? Ça dépendra de la position des tribunaux.
Aujourd'hui est annulé le tramway T3, c'est-à-dire le tramway qui est nécessaire au fonctionnement du stade, qui doit marcher à peu près 25 jours par an et qui coûte plus de 34 millions, plus tout ce qui a été rajouté après. Donc ce projet-là, pour l'instant, est annulé. Et donc effectivement, il y a sur les chantiers des chantiers qui continuent en toute illégalité. C'est au niveau de la rue Jean Jaurès, puisque c'est une trémie qu'on est en train de faire pour le tramway T3. Donc ces travaux continuent en toute illégalité. Le reste des travaux, pour l'instant, n'est pas annulé. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des violations de la loi ? De façon claire, dans ce projet, il y a des violations de la loi. Mais pour l'instant, les tribunaux, sur un certain nombre de violations de la loi, ils estiment, de façon, comme on dit, prétorienne, c'est-à-dire tel César qui décide que ça, c'est important et ça ne l'est pas, les tribunaux ont décidé que les violations de la loi n'étaient pas suffisantes pour annuler le projet. Exemple, on a méconnu une directive européenne sur la transparence des enquêtes publiques, et notamment sur la publicité des enquêtes publiques. Les tribunaux reconnaissent qu'elle n'a pas été appliquée, mais ils disent « ouais, c'est pas si important que ça, voilà ». On a reconnu, par exemple, dans la déclaration d'intérêt général, qu'on avait consulté beaucoup trop de communes. Un député avait réussi à passer un amendement sur la déclaration d'intérêt général pour dire qu'il fallait avoir l'avis des communes riveraines impactées par le projet. Les communes riveraines impactées par le projet, c'est la commune de Dessines, c'est la commune de Dessines qui est porteur du projet, de Chassieux et de Mézieux. Or, on sait que Chassieux et Mézieux étaient contre. Donc ça faisait un avis majoritairement contre. Pour contourner cette difficulté, le préfet a pris une série de 11 communes, dont la ville de Lyon, qui est absolument pas riveraine du projet. Donc ça a noyé l'avis défavorable pour contourner l'avis défavorable. Donc le tribunal administratif a reconnu que ce n'était pas normal d'avoir fait comme ça, mais il reconnaît, il ajoute, oui, mais ce n'est pas une raison suffisante pour annuler. Voilà. Donc des illégalités, il y en a de nombreuses, je ne peux pas vous les énumérer parce que ça serait un peu long, mais à chaque fois le tribunal dit, oui, ce n'est pas si important que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il reste un débat fondamental qui est la valeur du prix de terrain de 40 € de la cession par la Grand Lyon et la ville de Dessines à la foncière du Montou. Et cette question-là n'est pas tranchée. La Commission européenne a été saisie et en instruction sur cette aide indirecte que représenterait si c'est en dessous de la valeur du marché. Et là, moi, je donne un tout petit exemple pour bien vous faire comprendre comment ça marche. Lorsque Munich, qui est souvent montré en exemple, a fait son aréna, l'aréna de Munich, la commune de Munich a aidé le projet privé de l'aréna de Munich. La Commission européenne s'est penchée pour savoir si ce projet était conforme aux aides économiques autorisées, puisqu'on ne peut pas aider, au nom des règles de concurrence, des entreprises pour éviter qu'il y ait une distorsion de concurrence. Ils se sont donc penchés sur le projet. Le projet, il y a à peu près un peu moins de 15 ans. Ce qu'a fait la commune de Munich, elle a vendu des terrains pour 8 hectares à 192 € du mètre carré il y a 12 à 15 ans. Aujourd'hui, ce que fait le Grand Lyon, c'est qu'ils vendent globalement une opération de 40 à 50 hectares, donc bien plus que nécessaire pour le stade, à 40 € du mètre carré. Donc on voit bien toute l'aide indirecte qu'il y a, un, par la faiblesse du prix, et deux, par l'excédent de terrain par rapport au stade pour faire une grande opération immobilière avec des hôtels, des bureaux et des plus-values foncières pour payer le projet. Donc on pense que là, car au niveau européen, il n'y a pas que des Français, il n'y a pas peut-être que les 3 points qu'on retrouve souvent dans les exposés lyonnais, et donc il y a peut-être moyen que des gens qui ont un regard extérieur, avec de la hauteur de la Commission européenne, disent que cette aide est irrégulière, et là le projet ne pourrait plus se faire. Donc on va clôturer cette première partie, cette première heure. Donc on a déjà évoqué les conséquences économiques qu'il pourrait y avoir. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres conséquences, notamment sur les riverains de Dessines et les conséquences environnementales et agricoles de la construction du grand stade? Alors
Moi, au niveau juridique, je ne suis pas un spécialiste comme Étienne. On disait qu'on ne savait pas trop et il y avait beaucoup d'irrégularités sur ce projet. Moi, les irrégularités qu'on a aujourd'hui et qu'on constate, c'est que c'est la population qui est lésée. Aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver 40 millions d'euros pour mettre en conformité les hôpitaux lyonnais. On en donne 450 millions pour un stade privé. Ça, c'est pas régulier. Ce qui n'est pas régulier, c'est de dire on donne tout pour un privé. Ça, c'est irrégulier. On met pas l'accent sur la population. Aujourd'hui, la population, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande des hôpitaux, des écoles. Sur des signes, tout part. On devait avoir un centre de santé. Il s'en va sur Vénissieux et on va fermer la seule clinique. Le seul pôle de santé qui nous reste va être fermé en 2017. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est régulier? Non. On finance largement le privé au détriment de la population. Et ça, c'est pas régulier. On a fait 3 enquêtes publiques quand même pour arriver à une positive. Ça, est-ce que c'est régulier? Le médiateur qui était pour les enquêtes publiques est un grand ami du maire. Est-ce que ça, c'est régulier? Les politiques socialistes, et de mes yeux, un homme politique socialiste sur mes yeux qui était pour le projet, et qui a déclaré dans la presse que c'était un beau projet. Il a dit que ça. Hein. Les arguments étaient vraiment courts. Il est aussi employé aujourd'hui par l'OL. Donc ça, c'est irrégulier. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. On devait être mis au courant de tout le processus démocratique. On en a été écarté. Ça, c'est irrégulier. Des irrégularités, il y en a beaucoup sur ce projet-là. Et surtout vis-à-vis de la population. Et en plus, aujourd'hui, devant les tribunaux. Étienne Tête disait tout à l'heure, le gros problème, c'est le prix des terrains. Un rapporteur public nous a quand même annoncé que les prix des terrains sur des signes devaient être entre 200 et 400. On est très loin des 40. Et dans une balance financière très approximative pour l'OL, c'est un moyen de faire capoter aussi le projet. Après, aujourd'hui, les Dessinois, ils se rendent compte que c'est un projet aberrant, puisqu'ils sont gênés dans la vie de tous les jours. Le matin pour aller au boulot, le soir pour en revenir, ils tombent dans les bouchons, ils tombent dans les déviations, ils tombent dans le bruit, ils tombent dans la pollution, ils tombent sur des terrains, oui, c'était des jolis champs avant. Avant, c'était des jolis champs. Maintenant, c'est des chantiers. Donc oui, ils sont en train de rogner sur nos terres agricoles. Aujourd'hui, les politiques sur le Grand Lyon disent qu'il faut protéger les terres agricoles. Ils font le contraire. Justement, on va bientôt conclure. Par contre, est-ce que vous pourriez, les 5 dernières minutes, nous parler du cas de Philippe Laya, justement? Oui. Et puis après, on conclut. Voilà, oui, je crois que l'histoire de Philippe Laya, c'est d'abord un phénomène très très douloureux, une histoire très très douloureuse pour quelqu'un qui est la principale victime de cette opération. Et si parfois on sent son exaspération, elle est totalement légitime. Pourquoi c'est la principale victime? D'abord, en quantité de terrain. C'est près de 9 hectares qui lui sont achetés à 1 euro du mètre carré. Pas qu'à lui, puisqu'il est en indivision avec ses frères et sœurs. Hein, ce n'est pas lui le propriétaire totalement. Deuxièmement, il est agriculteur. C'est-à-dire qu'il est, de façon spécifiquement, victime en tant qu'agriculteur et en tant que copropriétaire des terrains. La deuxième chose, c'est que manifestement, la ville de Dessines a choisi ces terrains parmi d'autres pour l'embêter, pour se venger. Et je n'ai pas peur de le dire, parce qu'il y a des enclaves tout à fait anormales. Pour bien comprendre, l'ensemble de l'accès sud, on ne prend pas les terrains uniquement pour la voirie, qui est de 10 à 12 mètres, on prend jusqu'à des largeurs de terrain de près de 100 mètres, un peu moins de 100 mètres de largeur, pour faire, soi-disant, des aménagements paysagers autour, en fait pour déplacer les crapauds calamites qui étaient sur le SAD et pour les trouver des terrains d'accueil. Mais quand il s'agit de trouver des terrains d'accueil dans le secteur pour les crapauds calamites, pourquoi on va forcément les mettre sur les terrains de M. Laya? Pourquoi, alors que le Grand Lyon et la ville de Dessines sont propriétaires de terrains, et on le sait bien puisqu'ils expulsent,
les zadistes de leur propre terrain. Pourquoi ils ne vont pas mettre les crapauds sur leur terrain, qu'ils vont les mettre sur les terrains de M. Laya? Et ça, cette gestion complètement partisane, elle est humainement inacceptable. Et je dis très clairement que si demain il se passe un malheur, car je crains que M. Laya, j'allais dire, puisse retourner un jour l'arme contre lui, eh ben je dirais que le maire de Dessines et les autres ont du sang sur les mains. Parce que ce qu'ils ont fait à M. Laya est totalement inacceptable. Ils avaient des terrains pour mettre les crapauds, ils ont été prendre les terrains de M. Laya pour faire des compensations environnementales des animaux qui se trouvaient, et de la faune et de la flore, de la faune qui se trouvait sur le terrain du stade. Et ça, c'est vraiment scandaleux. Nous reparlerons de tous ces scandales qui suivent et poursuivent ce projet de stade durant la seconde heure de notre débat. Pour l'instant, une courte pause musicale.